Voilà, nouvelle rencontre. Hop là, bonjour à toutes et à tous. Et nouvelle rencontre ce mardi 20 mai ici à Sontexpo sur FHP Direct. Et nous allons vraiment changer de sujet et nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant, je pense, enfin je l'espère, en tout cas important. Et je reçois Stéphanie Rist. Bonjour madame. Vous êtes députée du Loiret. Vous êtes très active évidemment dans le secteur de la santé. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et vous êtes également médecin, rhumatologue, et vous êtes à Orléans, au centre hospitalier d'Orléans. Vous vous intéressez à de très nombreux sujets en réalité, mais là nous voulions nous entretenir avec vous sur la santé des femmes, parce que nous avons bien noté que vous avez travaillé sur la prise en charge, une meilleure prise en charge de la ménopause, notamment. C'est un de vos derniers travaux parlementaires. Et nous recevons le docteur Constance de Margerie. Vous êtes radiologue, vous êtes également maître de conférences des universités. Alors, nous voulions vous recevoir également, Constance de Margerie, parce que vous êtes à l'origine, avec d'autres collègues, consoeurs notamment, nous connaissons les travaux du professeur Revel, les travaux de Cascade. Vous allez nous raconter ce que c'est, mais en fait, vous prenez en charge, vous étudiez, vous analysez la situation des femmes et du tabac, et notamment le dépistage du cancer du poumon. Et Cascade, qui est une étude que vous allez nous détailler, fait avancer la connaissance en réalité sur le cancer du poumon. J'allais dire, ce n'est pas rien. D'abord, Stéphanie Rist, ce rapport sur la ménopause, pourquoi, comment et pour faire quoi ? Oui, alors ce rapport, il fait suite à l'engagement du président de la République depuis 2017 sur la santé des femmes. Il manquait une petite brique aux différents travaux qu'on a pu faire sur l'endométriose, sur la contraception pour toutes. Il manquait la ménopause, et donc ce rapport gouvernemental m'a été confié à l'automne dernier. J'ai pu le rendre il y a quelques jours au ministre avec ses conclusions. C'était le Premier ministre, c'était Barnier, Michel Barnier à l'époque, c'est ça? Oui, alors avec la dissolution, c'était lancé avant la dissolution, puis avec la dissolution, c'est le ministre Barnier et c'est le ministre Bayrou, Vautrin, Neuder qui ont reçu ce... Alors on aurait tendance à vous demander pourquoi s'intéresser à la ménopause, qui finalement est quand même assez physiologique. Enfin, c'est un homme qui le dit, mais bon, c'est la vie. Les hommes ont d'autres formes de vieillissement, mais la ménopause fait partie de la vie d'une femme. Alors vous avez raison, la ménopause, c'est pas du tout une maladie, c'est une étape de la vie. Et là où vous avez tort, c'est de dire ça va passer, c'est l'âge, ça va passer. Et c'est malheureusement ce qu'entendent 100% des femmes qui arrivent à l'âge de la ménopause, c'est-à-dire à partir de 45 ans en gros. Elles vont entendre c'est normal, ça va passer, c'est l'âge. Sauf que la ménopause, elle entraîne des conséquences sur la qualité de vie personnelle, sociale, sur la qualité de vie au travail, avec un coût économique très important. Au Japon, c'est 11 milliards par an, le coût de la ménopause. Et puis surtout une solitude des femmes, de 100% des femmes dans notre pays, qui se sentent seules à ce moment de la vie, et des conséquences sur la santé aussi, pour certaines d'entre elles qui sont importantes, notamment sur le cœur ou sur l'os, qui entraînent aussi un coût pour la société derrière, en plus d'une mauvaise santé. Comment vous avez travaillé et quelles sont vos recommandations? Alors comme c'était pas mon premier rapport gouvernemental, j'ai travaillé un peu différemment des autres rapports, c'est-à-dire que dès le début on a travaillé avec les services, les administrations, bien entendu toutes les femmes, avec des questionnaires, plus de 3000 questionnaires qu'on a reçus en moins de 2 mois. Pour essayer d'obtenir, et c'est ce qu'on a proposé à la fin, des mesures qui sont concrètes, réalisables dans les 2 ans. Parce que c'est bien joli de faire des rapports, mais ce qui est plus important, c'est que les préconisations des rapports puissent être appliquées. Et donc toutes les mesures qu'on a proposées, 25 mesures déclinées en actions concrètes, elles sont chiffrées, déjà travaillées avec les administrations ou avec les acteurs pour pouvoir les mettre en place. Et d'ailleurs, la ministre Vautrin, le jour de la remise du rapport, a déjà retenu des propositions qu'on avait travaillé avec elle avant, notamment le rendez-vous... Oui, donnez-nous des exemples. Oui, notamment le rendez-vous, la consultation aux alentours de 45 ans, qui est une consultation à 360 des femmes, c'est-à-dire qu'on prend que toutes les femmes de notre pays puissent avoir
aux environs de cet âge-là, un rendez-vous médical en fait de prévention, qu'on regarde l'état du cœur, l'état des vaisseaux, l'état de l'os, mais aussi toutes les mesures de prévention, les addictions, le tabac, l'alcool, etc. Et qu'il puisse y avoir un bilan à cet âge-là qui permettra une meilleure prise en charge s'il y a besoin médical et de conseils aussi de prévention. Alors, c'est là où ce rapport est intéressant parce que vous ouvrez effectivement le sujet d'une évolution physiologique, pourrait-on dire, mais pour autant pour mettre le doigt sur des sujets particuliers. Et, tout particulièrement, vous venez de le citer, les maladies cardiovasculaires. On sait... quand on regarde la situation médicale, que l'on est médecin, etc., que les femmes vont vont moins souvent voir un cardiologue et avoir une consultation de cardiologie que les hommes. Alors parfois elles font mieux que les hommes, hein, dans d'autres cas, mais là il y a une spécificité. Vous avez cité les addictions. Donc là également il y a une réflexion qui peut exister. Alors, les addictions peuvent venir évidemment avant la ménopause, mais enfin, vous ouvrez un nouveau champ. Et puis, il y a un champ que l'on a ouvert en France et dans le monde depuis plus longtemps, c'est les violences sexuelles et sexistes. Ça aussi, c'est fondamentalement une question sur la santé des femmes. Vous êtes d'accord ? Oui, alors en fait, tout ce que vous dites, ça se rapporte à la position de la femme dans notre pays. Moi, à travers le rapport sur la ménopause, je me suis vraiment rendu compte, et je ne m'en rendais pas forcément compte autant avant de travailler le sujet, qu'il y a une certaine forme d'invisibilité déjà de la femme à partir de 45-50 ans. Elle est plus en capacité de faire des enfants, donc elle devient un peu invisible. Et ça s'entend dans tout ce que les femmes peuvent nous rapporter, sur le fait qu'il n'y a même pas d'association pour la ménopause, sur le fait que les grands syndicats ne prennent pas ce sujet en compte. Donc la place de la femme dans la société est vraiment interrogée. Est-ce qu'une femme n'est là que pour faire des enfants, ou est-ce qu'elle a un intérêt ? Et je le crois, et d'ailleurs la ménopause est pour moi une chance très importante et une chance pour notre pays, puisque les femmes, quand elles arrivent à 45-50 ans, les enfants sont grands, sont plus autonomes, elles ont plus de temps, elles ont acquis de l'expérience, donc elles devraient avoir une vraie place qu'elles n'ont pas encore totalement actuellement. Et les violences dont vous parlez, sexuelles et sexistes, c'est aussi une forme de considération de la femme dans notre société. Et en fait, on voit à travers le sujet de la santé, parce que vous le dites, pour le cœur, c'est vrai qu'une femme qui vient avec des signes, on va moins penser à l'infarctus que pour un homme s'il se pointe aux urgences. Mais c'est vrai dans toutes les pathologies. Il y a des études qui montrent que les femmes sont prises en charge avec du retard par rapport aux hommes. Et selon les spécialités, avec des fois des délais, si je prends la gastro-entérologie, je crois que c'est 4 ans de retard par rapport à la prise en charge de maladies. Et la cardiologie, vous avez des chez chiffres ? les hommes. Je me souviens plus de tête le Bon, délai. la seule chose que nous savons, c'est qu'elles sont en avance chez les gynécos, les femmes. Oui, c'est vrai. Après, on a pu montrer dans le rapport, vous parlez des gynécologues, on dit habituellement qu'il y a 6% des femmes seulement qui ont un traitement hormonal de la ménopause. On a pu montrer dans ce rapport J'allais vous interroger là-dessus. C'est 2,5% seulement des femmes qui prennent un traitement. Quand on sait que 25% ont des symptômes qui vont avoir un retentissement sur leur santé. Parce que quand vous avez plus d'hormones, que les hormones elles baissent à la ménopause, votre cœur il est moins protégé. Donc pour certaines femmes, la ménopause est un facteur de risque en plus. Et on sait que c'est à peu près 25% des femmes. Or, on donne le traitement à 2,5% des femmes dans notre pays. Parce qu'on a un peu l'idée dans une médecine d'aujourd'hui, puis on va changer également de sujet, c'est que les traitements hormonaux peuvent faire causer des risques de cancérologie. Visiblement, c'est pas vraiment vérifié. Vous avez raison, on est dans une ambiance un peu anti-hormones, comme on est un peu anti-vaccin aussi. Et on sent cette ambiance monter, notamment chez les jeunes. C'est vrai à l'âge de la ménopause, mais c'est vrai aussi chez les jeunes qui ne veulent pas de contraception, en se disant c'est une hormone, c'est pas bon. Je crois qu'on a un vrai boulot d'éducation à la santé à faire. Je m'adresse à la rhumatologue, à vous, Stéphanie Rist, encore, sur évidemment les maladies osseuses, le rhumatisme, l'arthrose. Ça c'est quand même très spécifique, notamment de la femme qui vieillit. Oui, enfin moi je suis rhumatologue, je savais pas forcément, ou je n'avais pas pris conscience avant d'avoir moi-même des douleurs articulaires liées à la ménopause, de l'intensité des douleurs articulaires à la ménopause. Je crois qu'on a un vrai boulot de formation aussi à faire. Alors,
Constance, vous avez un nom magnifique, Constance de Margerie, j'oublie Constance, mais c'est magnifique. Constance de Margerie, donc je voudrais m'entretenir avec vous de cette étude cascade. C'est vraiment un élément important, je le rappelle, parce qu'il s'intéresse au dépistage du cancer des fumeurs, du cancer du poumon chez les femmes fumeuses. Or, ça c'est vraiment important parce que maintenant les femmes sont de vraies fumeuses. Ça c'est une grande victoire. Elles sont beaucoup plus fumeuses que les hommes, ou à peu près. Alors parlez près du micro, Constance. Oui, merci pour cette question. Je voulais juste commencer peut-être en disant un mot sur le cancer du poumon en général et rappeler quelques chiffres, parce que c'est le 3e cancer en termes de nouveaux cas par an, à peu près 50 000 nouveaux cas par an, mais c'est le premier cancer comme cause de décès, avec environ 30 000 décès par an par cancer du poumon, dont... Là, vous parlez de chiffres français. Des chiffres français, bien sûr, dont un tiers chez les femmes. Donc 10 000 décès par an chez les femmes, ça approche les nombres de décès par cancer du sein. Donc le cancer du poumon a un pronostic qui est mauvais, puisque lorsque les patients se présentent avec des signes cliniques, c'est souvent signe d'un cancer à un stade déjà avancé. Et on sait que dans ces cas-là, malgré des innovations thérapeutiques récentes assez intéressantes, le taux de survie à 5 ans reste faible. Donc l'intérêt du dépistage a été démontré dans plusieurs essais randomisés récents. Il a été montré qu'il diminue la mortalité du cancer d'environ 20%, et il diminue également la mortalité globale chez les patients qui participent à ce dépistage. Donc c'est un dépistage qui repose sur l'utilisation du scanner thoracique à faible dose d'irradiation, qui n'est pas encore implémenté, en tout cas pas de dépistage organisé encore actuellement en France. Donc l'étude Cascade, c'est une étude qui est visée justement à préfigurer l'implémentation plus large du dépistage organisé du cancer du poumon. C'est une étude qui a été initiée par le professeur Marie-Pierre Revet, qui est radiologue thoracique à l'hôpital Cochin. Et elle a décidé de s'intéresser particulièrement à la population des femmes. Alors le dépistage chez les femmes n'a pas de spécificité par rapport au dépistage chez l'homme. Mais l'intérêt de cette étude, c'était vraiment d'attirer l'attention sur la situation des femmes face au cancer du poumon. Car si le cancer du poumon est à peu près stable en fréquence chez l'homme, il est en augmentation constante chez la femme, vous l'avez mentionné, à cause du tabagisme. Qui concerne maintenant, je ne pense pas jusqu'au niveau des hommes, mais environ plus d'un quart des Françaises entre 18 et 75 ans qui fument. Donc pour vous donner quelques chiffres, en 2000, chez les patients hospitalisés pour cancer du poumon, on comptait 16% de femmes. En 2020, on en compte à peu près 35%. Donc c'est une augmentation très importante. Et c'est pour ça que cette étude, on a décidé de la faire chez les femmes en premier lieu. Quelles sont les causes de cancer du poumon? Le tabac, donc, ça c'est clair. Donc, le tabac est une cause clairement identifiée et impliquée à environ dans 85% des cas de cancer. Donc, le tabagisme diminue ou pas? On a l'impression que ça c'est un succès de la prévention. Mais... Alors peut-être qu'il est moins apparent, mais malheureusement il reste assez stable. Il a peut-être tendance à diminuer un peu chez les jeunes, ce qui est une bonne chose, mais il reste à un niveau élevé en France par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux États-Unis, où il a baissé de façon beaucoup plus significative. Les autres causes? Les autres causes, les antécédents familiaux. Dans l'étude Cascade, d'ailleurs, plus de 25% des patientes avaient des antécédents familiaux de cancer du poumon, ce qui était peut-être un biais aussi dans le recrutement, puisqu'elles se sentaient peut-être plus concernées par le cancer du poumon, et donc elles étaient volontaires pour participer au dépistage. Ce sont des formes quoi, génétiques, ça? Probablement, oui, des prédispositions génétiques. Et puis on retrouve aussi chez les femmes non fumeuses, comme chez les hommes aussi, mais des mutations génétiques particulières. Et alors, et d'autres formes également? D'autres facteurs de risque, oui. Des facteurs de risque environnementaux, quelques facteurs de risque comme l'amiante, qui heureusement une exposition professionnelle en diminution, puisque on est désormais mieux informé, mieux protégé. On nous dit, alors là, je reviens à la députée, on nous dit qu'on pourrait peut-être mieux faire sur la prévention des risques liés aux questions environnementales, et notamment d'ailleurs dans ces dernières mandatures qu'on ne fait pas assez pour l'écologie, pour notamment la protection des hommes et des femmes là, en la matière. Oui. Quelle est votre réponse? Le débat serait long. J'ai combien de temps Parce que quelques secondes. Moi, je me porte en faux. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises
pour la transition écologique et notamment améliorer l'environnement. Ensuite, c'est un peu comme tout, je dirais, en politique. Vous parlez de la France ou des Il n'y a États-Unis, pas de par baguette exemple? magique. Je parle de la France et de ce qu'on a pu faire ces 10 dernières années. Il faut bien sûr poursuivre, mais il y a des évolutions. Mais encore une fois, je pense que ça prendra un peu de temps. Oui. C'est vrai, mais enfin, vous ne contestez pas quand même le fait que aujourd'hui, les mesures environnementales ou les politiques environnementales, alors je parlais des États-Unis, sont remises en cause, mais même dans plusieurs pays européens. Hein. Alors, le nôtre, ça se discute. Mais... Le nôtre, il doit être leader en Europe pour porter l'Europe vers ces sujets encore plus que ce qui est fait. D'accord. Dites-moi, je voulais, on va terminer effectivement, vous interroger quand même, Stéphanie Rist, sur la mortalité infantile. Alors, on est bien dans notre sujet, hein, parce que bon, les enfants, évidemment, ça n'intéresse pas que les femmes, mais aussi les pères. Hein. Mais enfin, cela étant dit, c'est quand même un sujet qui engage les mères. Et on en a reparlé avec Yannick Neuder, le ministre, mais il y a quand même une place très visiblement pas bonne sur la mortalité infantile dans notre pays. Alors, il a fait appel, il a dit qu'il allait prendre des mesures. Alors, il y a eu ce moratoire des parlementaires. Vous l'avez signé, vous, ce moratoire? Non. Non. Pour quelle raison vous ne l'avez pas signé? Non, parce que pour moi, quand je m'engage, et notamment dans un vote, c'est pouvoir appliquer ce que je vote. Et dire qu'on ne peut pas fermer une maternité si vous avez plus de gynécologue, plus de pédiatre ou plus d'anesthésiste, il faut m'expliquer comment on fait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas voté. Moi, je crois que il y a 2 sujets sur la mortalité infantile. Le premier, c'est qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien expliquer ce mauvais classement. On a vraiment un pays avec une mortalité infantile qui progresse et on ne sait pas pourquoi. Donc la première chose à faire, c'est le registre, essayer de mieux comprendre. D'ailleurs, il y a des missions parlementaires qui travaillent sur le sujet pour essayer de mieux comprendre pourquoi on a cette mortalité infantile. On ne peut pas réduire ce chiffre de mortalité infantile à la situation de nos maternités. Probablement qu'il y a un petit peu, et qu'il y a une partie, je ne sais pas dire combien, puisqu'on n'a pas ces chiffres-là. Donc il faut faire le registre, il faut comprendre pourquoi cette mortalité, et après il faut agir. Et après, je crois que dans l'organisation territoriale des soins, il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec les maternités, et qu'on peut garder une prise en charge pré-accouchement et post-accouchement dans des endroits qui ne seraient pas sécurisés le jour de l'accouchement, tout en délocalisant l'accouchement dans de bonnes conditions. Moi, je l'ai fait dans mon département, pas toute seule évidemment, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, et ça s'est correctement bien passé. Il est certain que l'idée du registre sera certainement une bonne initiative. Pour autant, on peut s'interroger, le journaliste que je suis s'interroge, ça fait longtemps qu'on est alerté sur une mauvaise organisation de la naissance et d'ailleurs de la prise en charge de la périnatalité. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec des chiffres qui sont visiblement pas très bons. Alors attendons effectivement les études et de voir ce que ça va donner. Mais enfin, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Oui, les chiffres sont vraiment mauvais. Il faut pouvoir agir. Et pour pouvoir agir, il faut comprendre ce qui se passe. Eh bien, merci d'être venu nous parler d'un sujet essentiel, celui de la santé des femmes. Et alors, je vous souhaite un très bon congrès.